Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui, on va faire un brief assez rapide. On fera un point sur la journée, point météo sur BTC et on fera un point aussi sur ETH sur BTC, altcoin season ou pas, etc. Parce qu'il y a un regain de dominance du BTC. Donc on verra si c'est fait pour durer ou pas. Je passe tout de suite en partage d'écran. La situation n'a pas beaucoup évolué aujourd'hui. Vous voyez qu'on est sur une bougie qui est pour l'instant un petit peu en indécision, en délit. Donc un doji. Un petit peu comme d'ailleurs ce qui s'est dessiné aujourd'hui sur Nasdaq, c'est pas vraiment un doji, mais voilà, elle est haussière très peu. Sur le SP500 où on a littéralement un doji là pour le coup. Le VIX à 31,17 qui est descendu un petit peu sur la fin aujourd'hui, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On est toujours dans ce biseau là que vous voyez, ce qui serait relativement bien et bullish, ça serait de casser cette trendline là qui est là ici. Et éventuellement de rester surtout dans ce canal haussier là, qui nous donnerait une running flat, c'est-à-dire qu'on resterait sur une grande correction, mais qui ne casse pas ici son plus bas. À partir du moment où on vient casser ce plus bas, c'est quand même beaucoup plus bear ici, là, vous voyez, si on vient chercher de la target ici, des 70% ici de l'épaule tête-épaule qui était là, c'est quand même beaucoup plus bear. Néanmoins, pas mal de monde ici qui short, vous allez le voir, on va passer tout de suite sur l'order flow, et puis ensuite on reviendra sur ETH contre Bitcoin. Donc l'order flow, si on passe au carnet d'ordre, on voit qu'il y a peu de choses là sous les pieds. Donc il n'y a rien qui nous empêche là de revenir au 33. Vraiment, il y a que dalle. Et par contre, il y a pas mal d'ordres ici, et dont certains qui se sont rajoutés là, ce tout petit mur que vous voyez là, jusqu'au 28. Donc entre 33 et 28, il y a beaucoup de demandes d'achat, mais rien du tout qui s'est mis entre les deux ici. Donc si jamais là on avait une redescente du prix, les gens ici ne veulent pas acheter à cet endroit-là, et ça c'est pas très bon. Ensuite, on va regarder ici vraiment l'order flow. Vous voyez que je dis souvent qu'on est dans une config différente de cet été, et ça, alors on va peut-être regarder plutôt sur Binance. Je vous dis souvent qu'on est dans une config différente de cet été, et même si en chartisme elle a l'air un peu équivalente, etc., il y a pas mal d'indicateurs qui donnent un petit peu la même chose. Cet été, on a passé beaucoup plus longtemps dans du funding négatif, et là on est à peine sur des tout petits niveaux, quoi. Voilà. Bon, cet été, on n'a pas eu d'open interest, on a attendu avant d'accumuler les shorters, on a vraiment beaucoup attendu, alors que là, pour le coup, il y a eu beaucoup de longueur d'un coup ici qu'on est venu chercher, et là on est plutôt sur une diminution de l'open interest. Si vous comprenez pas les termes que j'utilise, regardez les vidéos précédentes dans lesquelles je les explique. L'open interest, c'est le nombre de contrats. Ici, c'est la ligne entre shorter et longueur. D'ailleurs, on aimerait bien qu'elles viennent se faire des bisous ici. Dans le meilleur des cas ici, qu'est-ce qui peut nous arriver de meilleur? C'est de poser un petit peu un range ici un peu descendant qui décourage tout le monde, que tout le monde vienne shorter un petit peu cette histoire. Comme ça, on se servira de leur liquidité pour venir chercher les liquidités des autres shorters qui eux-mêmes sont garés quasiment jusqu'aux 60 000 $, d'accord? Pour réexpliquer un petit peu et refaire simple, je fais juste une aparté rapide, mais en fait, on a énormément de mouvements en ce moment, comme il n'y a pas de demande, qui se créent en fonction des leviers. Tout ce mouvement-là était un énorme short squeeze, puisque ici, les mecs étaient venus shorter cette histoire, et puis sur le rebond qu'on a eu, enfin le dip qu'on a eu en septembre, et ensuite le short, tout le monde a cru à un dead cat bounce, c'est-à-dire un rebond du chat mort, un faux rebond là. Donc il y a pas mal de gens qui ont pris des profits dans cette zone là. Ici, ok. Pas mal de gens qui ont pris des profits. Et en plus, comment dire, à partir de là, on a des gens qui sont venus shorter en se disant, bah, c'est bon, là, on revient aux 10 000, quoi. Donc, du coup, ça a créé des liquidités, encore une fois, au-dessus, là, au-dessus de ça. Et ça a fait le dernier short squeeze qu'on a eu aussi. Et ici, grosse phase de distribution. Même s'il n'y a pas eu énormément de distribution en réalité, ça, on l'avait vu sur les données on-chain précédentes. Donc vous voyez qu'on a des mouvements très impulsifs et très forts qui se créent parce que on a besoin de liquider des shorters. C'était un petit peu la même chose qui s'était faite ici, là, sur cette montée-là. C'est pour ça qu'ici on a très peu de volume et qu'on a traversé là ici la zone des 20 aux 30 000 très rapidement. Qu'est-ce qui s'était passé en fait? C'est que tout le monde disait à cet endroit-là, bah, regardez, on est dans un range depuis l'ATH de 2017, donc on va se faire rejeter par la borne haute du range. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont venus shorter ici aussi. Donc du coup, ça a créé des liquidités au-dessus et ça nous a permis de traverser cette zone très rapidement et très vivement. Mais il y a quand même eu ici de l'achat au spot, hein. Le fait quand on liquide les shorters, ça crée un ordre de vente au spot. Donc juste, vous pouvez avoir rapidement des hausses comme ça parce qu'il y a de la liquidité et que on vient les chercher en général. Voilà.
Euh, On continue sur l'order flow, je pense que j'avais pas fini. On va rapidement aller regarder l'order flow de tous les coins ici. Donc là, vous voyez, alors on va peut-être l'agrandir l'histoire là. Vous voyez que par contre, sur la totalité des coins, donc tous ceux qui sont en contrat futur, sur lesquels il est possible de shorter, on a bien nettoyé l'open interest et ici, on a une majorité de shorters là qui sont là. Donc vous voyez qu'on a fait que liquider des longueurs sur toute la descente ici. Ça, c'est le prix du BTC, hein, donc faites pas trop attention au prix, mais je vous parle là de tous les coins qui sont plus BTC sur lesquels il est possible de shorter. Et là, par contre, on a eu un gros nettoyage et on peut considérer qu'on est prêt à repartir sur toutes les altcoins. Le problème, c'est que toutes les altcoins, tout le reste des altcoins, etc., ça représente quand même 60% du marché. Donc par moment, il faut aussi regarder ce type d'indicateur-là, de manière à pas se planter, à pas juste se baser sur BTC pour comment dire, analyser les alts. Il y a un moment où il y aura peut-être des gens qui auront intérêt à faire repartir BTC pour refaire pumper à nouveau leurs alts ou revenir liquider les shorters agressifs sur les altcoins. Voilà, c'est juste, je voulais faire un aparté là-dessus. Je voulais le faire hier, mais j'ai oublié. Les niveaux de liquidation sur iBlock. Voilà. Donc on voit que on a créé ici pas mal de liquidations en dessous du prix. Donc on a de fortes chances de revenir au moins au 33, voire légèrement en dessous, hein, 31-32. Une petite spike histoire de liquider tout le monde. Et puis ensuite on remonte vers le haut. On pourrait y aller très doucement de manière à accumuler un maximum de shorters sur la descente. Vous voyez qu'ici ça avait shorté massivement, vraiment massivement ce nouveau plus bas ici. Et donc on s'est fait un plaisir ici, toujours pareil en short squeeze puisqu'il y a très peu de liquidité en ce moment sur le marché, il y a très peu de demandes, on s'est fait un plaisir de venir attraper ces mecs-là. Ici, est-ce que le prix va aller plutôt en haut ou en bas Sincèrement, moi je dirais qu'on va venir cueillir une partie là. Peut-être un retour au 34. Enfin, en fonction de l'order flow, on pourrait voir ça. Ou alors, on fait aujourd'hui, ce soir dans la nuit ou demain dans la journée, parce que demain va être une journée mouvementée. Je vous rappelle que demain, il y a la réunion de la Fed avec une conférence de presse à 8h30 qui nous dira si on va comment vont être remontés les taux ou pas. La plupart des gens price en ce moment qu'il n'y aura pas de remontée des taux demain. Donc, si nous annonce une remontée des taux dès janvier, on est mal. Parce que les marchés vont peut-être un petit peu paniquer. La plupart des gens pensent que la hausse des taux va remonter en mars. C'est ce que le marché a laissé un petit peu fuiter comme information en fonction des news, des minutes de la Fed qui ont été retranscrits sur Internet il y a de ça un mois ou deux. Et là, du coup, on aurait éventuellement une remontée des taux avec laquelle le marché est OK. Elle lui a déjà donné un prix, une remontée des taux qui serait de l'ordre de 0,25, 0,50 en mars. OK? Je pense qu'on a fait le tour. On va revenir sur ETH BTC, histoire de faire un petit point sur ce rebond de la Bitcoin dominance. Alors là, on va aller sur Bitcoin dominance ici, voilà. Vous vous rappelez qu'on avait identifié ici un range. Et que moi, je vous avais donné une éventuelle possibilité ici qu'on casse ce range vers le bas. C'est pas ce qui s'est passé au niveau de la Bitcoin dominance. On est en train de rebondir sur ce bas de range et de potentiellement repartir vers le haut. Est-ce que pour moi, ça veut dire qu'on va avoir une énorme Bitcoin season là? Si ça part en short squeeze, oui, et c'est normal aussi que dans des moments de doute comme ceux qu'il y a actuellement, que les capitaux naviguent voilà, de l'endroit où c'est un petit peu le plus safe, alors Bitcoin étant potentiellement l'asset qui va corriger le moins si jamais on partait en bear market, donc c'est normal que les capitaux sortent des altcoins pour se diriger sur le Bitcoin. C'est des arbitrages qui sont tout à fait normaux sur les marchés financiers, de temps en temps de protéger un petit peu comment dire, son portefeuille. Bitcoin a dû corriger de 50% là, depuis la TH, et on a des altcoins qui ont fait du moins 80 pour les plus petites caps, peut-être même plus, je ne sais pas. Donc du coup, c'est tout à fait normal. Pour moi, je pense pas qu'on revienne tutoyer les 48 à court terme. C'est mon avis, hein. Vraiment ça n'engage que moi. Mais je pense plutôt qu'on attend de voir une direction pour BTC. Et dès que BTC aura donné une direction, il y aura à nouveau une fuite des capitaux qui va se reporter sur les alts, qui proposent des meilleurs rendements. C'est le problème qu'on a eu aussi cette année. C'est-à-dire que pour moi, on va plutôt faire quelque chose, voilà, comme ça. D'accord ? C'est le problème qu'on a eu un petit peu cette année, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de demandes sur BTC qui finalement s'est reporté en cours de bull run sur les alts.
Et donc voilà, on n'est plus du tout dans les mêmes logiques de marché que ce que ça pouvait être auparavant, parce que les alts ont quand même pris une place prépondérante. Si on regarde, on va regarder vite fait la market cap totale. Vous voyez qu'on a donné raison à cette épaule tête épaule ici que je vous avais donné il y a de ça plusieurs semaines. On l'a cassé à la baisse. Et vous savez que moi, pour les épaules tête épaule, j'aime bien prendre une target jusqu'à l'épaule gauche, c'est-à-dire comme ça. Et là, on en aurait atteint l'objectif. La plupart des gens font aussi une balançoire, c'est-à-dire la totalité de la figure. Pour moi, c'est pas réaliste là-dessus. En plus, elle est très penchée, donc elle est pas jolie, jolie, voilà. Donc quand elle est penchée, j'aime bien faire comme ça, voilà. Ensuite, le Total 2, c'est un petit peu la même chose, hein, vous voyez un petit peu l'idée. Total 2, et ce qui m'intéresse aussi, c'est la DeFi. Vous savez que je suis très bullish, moi, sur la DeFi pour une éventuelle reprise. Et là, on voit qu'on est toujours dans un canal haussier. Donc, si on rebondit à partir de là, un très bon coup de talon pour éventuellement repartir et revenir tutoyer les 230 milliards de dollars ici. On va faire tout de suite maintenant la paire ETH BTC, alors je sais pas quel chart je peux prendre. Ouais, ça c'est relativement propre, ça va. Hop, hop, hop. On peut le laisser. Donc du coup, vous voyez qu'ici on est sur cette trend, que c'est pareil, il faudrait pas casser. ETH qui a fortement corrigé par rapport à BTC, et comme je vous l'expliquais, dans des moments de doute, c'est relativement normal. Si jamais ici on marque un rebond, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est que si je vous affiche le RSI, on a une énorme divergence haussière cachée qui a 3 points de touche, et ça c'est relativement puissant. Donc du coup, on peut se dire que là en tout cas ça va se calmer, ça va latéraliser. Cette espèce de baisse a de moins en moins de force ici, elle a de moins en moins de momentum, de force, voilà. Toujours, vous vous rappelez qu'on l'avait mis en avant, une énorme ici ta séance qui s'est créée. Elle a un objectif réaliste de 0,11 Ether, donc un x2 par rapport à maintenant. Et elle a un objectif moins réaliste avec 50% de chance de 0,15 Ether. Ok. Donc voilà, pour moi, ce rebond de la Bitcoin dominance n'est que temporaire. C'est mon avis, encore une fois, et je vous invite à vraiment faire votre propre avis par rapport à ça, etc. J'entends ici et là dire que on va être en Bitcoin season, ça va être une Bitcoin season, qu'il faut lâcher ses altcoins, etc. Pour moi, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'il faudrait réellement faire là tout de suite. Mais bon, voilà, c'est un avis vraiment, vraiment, vraiment personnel, pour le coup. Voilà. Comme je vous expliquais, c'est important de faire l'inverse de ce que fait la majorité. Là, si on casse ça, par contre, c'est sûr que c'est beaucoup moins bull que ce que je vous raconte là. Voilà. Bon, pour moi, cette divergence, elle va jouer là et tout quand même. On va revenir un petit coup sur BTC. Donc, du coup, on fera pas d'alt aujourd'hui parce que vous voyez que j'ai fait Ethereum. Si vous voulez, on fait une petite rapide étude d'Ethereum, de un petit peu qu'est-ce qui se passe et tout ça. On va prendre une charte peut-être un petit peu propre. Ethereum, dollar sur Binance, ouais, ok. Tac, donc qu'est-ce que ça nous donne la charte de BTC? Vous voyez que c'est un petit peu l'équivalent du Bitcoin. Je sais pas ce que c'est que cette droite là. On va la remettre à sa place, c'est pas grave. C'est un petit peu l'équivalent ici du Bitcoin où en fait on a comment dire de la distribution qui s'est faite, et ça je vous l'avais expliqué d'ailleurs sur Glassnode, quand on regarde les adresses sur... il y a eu beaucoup plus de distribution en fait sur Ethereum que sur Bitcoin, et c'est normal, hein, les gens qui ont fait... hop, excusez-moi, ouais voilà, on va faire les 1000... Ici, vous voyez que ça distribue les adresses à plus de 1000 Ethereum, ça distribue là tout le long, mais c'est normal. Je veux dire, à un moment donné, vous avez acheté un truc à moins de 100 balles et il est à 4000, et j'en fais partie de ces gens-là. Du coup, c'est normal que vous preniez vos profits, quoi, complètement. Il y a un moment où vous lâchez une partie de votre bague, bien évidemment. Ici, adresse à 32 Ethers, vous voyez que ça a distribué aussi sur la deuxième montée. Non, là, on est en janvier 2020, excusez-moi. Oui, ça a distribué tout le long, en fait. Ici, légère réaccumulation depuis cet été. Et là, on est en train de redescendre, voire stagner aussi. À des moments où les niveaux... C'est comme sur Solana. Tout à l'heure, je parlais de Solana avec quelqu'un sur le Discord. À des niveaux de profit qui sont comme ça, vous n'avez aucun mal à lâcher vos coins. Même si vous êtes pas... je veux dire, vous gardez un peu de votre bague, bien évidemment.
Mais même si vous n'êtes pas, comment dire, vous les avez pas lâchés pile au bon endroit, vous voyez que là ici, tous ces mecs-là, là ici, ils ont continué à accumuler. Et là, donc on est sur les adresses à plus de 10 000 bitcoins. Là, sur le rebond, bah, c'est bon, on en lâche une partie. Ça repart à 4 000 dollars, c'est parfait, etc. Enfin voilà, le plan, il se déroule à merveille. C'est normal de distribuer ici. Et bon, là, on voit que ça recontinue à distribuer à nouveau ici au 2006. Hein, voilà, ça lâche ses coins, c'est tout à fait normal. Contrairement à Bitcoin, et ben c'est tout à fait normal ici. Quand on a des niveaux de profit qui sont aussi énormes, c'est complètement normal de prendre profit. On revient ici sur la charte de l'Ether. Et ben on est à peu près dans le même canal haussier que Bitcoin. Hein. Finalement, on pourrait appeler ça une running flat. Vous voyez que si je fais ici une droite de ce point-là, que je la copie pour faire la parallèle et que je la descends en bas, on n'est pas loin d'avoir touché ici la running flat. Donc, vous dire que c'est un signal d'achat, etc., je peux pas faire ça, bien évidemment. Ici, on voit grosse divergence baissière, là, ici, en daily. Elle a joué, hein, elle est en train de jouer d'ailleurs. Est-ce qu'il y a de la divergence haussière, par ailleurs, quelque part au-dessus du prix? Ici, non. Et là non plus. Là non plus. Est-ce qu'on va regarder peut-être en monthly? Est-ce qu'il y a quelque chose à regarder en monthly? Là, on avait une divergence baissière, vous voyez, depuis même 2017. Et là, sous le prix, non, c'est pareil. On va regarder en weekly rapidement. Weekly, on a une divergence haussière cachée. Si jamais on s'arrête là, c'est-à-dire qu'il faudrait rebondir pour ça. Mais non, on a, oui, si, on a une divergence haussière cachée, là. Où là, le prix monte et le RSI descend. Ok. Donc, si jamais ici, il y a rebond, paf, et que sur le RSI, il y a rebond aussi, euh, si on casse ce point-là, cette divergence-là sera confirmée. Ok. Donc on pourrait avoir touché un point bas sur Ether. On attendra peut-être de faire la touchette ici, là, c'est-à-dire au 2046. Euh, Si jamais là il y a un sell-off par exemple sur Ether, que BTC refait un plus bas, etc. Euh, Ether a encore un petit peu plus de marge pour descendre que BTC. La chart est à peu près semblable, bon, sauf qu'il a bien évidemment corrigé plus fort, mais ça c'est complètement normal. Il était monté plus fort, donc il a été distribué. Est-ce qu'il est réaccumulé là, ici, à l'instant T? J'ai pas l'impression. Moi, quand je regarde le Glassnode, j'ai pas tout à fait l'impression que ça soit le cas. Par contre, il y a des bonnes chances que si jamais il repart, oui, ici, on voit qu'ici, le nombre d'adresses à plus de 10 000, elle stagne quand même. Je suis bien sur Ether, là. Non, je suis sur Bitcoin, pardon, excusez-moi. Désolé. Le nombre d'adresses à plus de 10 000, il a réaugmenté pendant le début de cette baisse, là. Vous voyez que la distribution s'arrête, là, ici, à un certain moment. Donc, autour des 3600 dollars, ça veut commencer à réaccumuler. Vous voyez qu'il y a une légère réaccumulation là ici, pour les 10 000 en tout cas. Pour les 1000 bitcoins, non, ça lâche ces bitcoins. Genre, pour les 100 bitcoins, ça stagne. Donc je crois que c'est pour les 100 Ether, pardon, ça stagne. Donc du coup, eux, ils veulent pas vendre à ce prix-là. Et puis, augmentation pour les 10 Ether. Très nette augmentation d'ailleurs. Voilà. Donc les très gros ont distribué massivement mais sont en train de réaccumuler, en gros. Les très très gros stagnent. Les moyens, donc les 1000 Ethers ont bien distribué quand même. Il y a eu une grosse distribution sur Ether, c'était assez facile de le voir. Voilà, c'est pas compliqué de lire une charte et de voir qu'elle est inversée par rapport au prix. Est-ce que notre baleine, elle a racheté du BTC ou pas? Tiens, on va regarder ça rapidement. Et puis après, je vais clôturer cette vidéo, ça sera très bien. Oui, on a eu un rachat de 160 BTC ici au prix de 36 500 dollars. Donc ça, c'est une baleine qu'on suit. C'est la troisième plus grosse adresse de Bitcoin au monde, avec une valeur totale de 4,5 milliards. Voilà, donc il est bien. Je vous ai parlé de la Fed, je vous ai parlé de la réunion de demain soir à 20h30, conférence de presse. Et ça sera important qu'on price ce que le marché a dit, c'est-à-dire pas de hausse de taux demain, mais que cette hausse de taux soit faite autour du 7 mars et qu'elle soit entre 0,25 et 0,50. Voilà, ça serait vraiment ce que les marchés ont pricé pour le moment. Donc ça voudrait dire que au niveau en fait, on a donné le bon prix au bon scénario. Et donc voilà. Rapidement, un tour sur les news. Vous voyez que
Ça parle de mort de Covid-19 là, donc je vais aller voir rapidement. Et puis sinon, rien de bien méchant. Un petit peu de l'Ukraine, bien sûr. Toujours ce FUD un petit peu. Donc les USA planifient des sanctions et un contrôle de l'export contre la Russie si jamais ils envahissent l'Ukraine. Et puis, ça parle pas de sell-off aujourd'hui ou quoi que ce soit, voilà. Market Watch. Ah oui, il y a pas mal de grosses entreprises cette semaine qui vont publier leurs bénéfices, donc ça risque d'être intéressant aussi. Je pense qu'il y a des gros bénéfices là sur. Donc ça risque d'être intéressant aussi. Il faudra suivre un peu ça parce que ça peut peut-être un petit peu jouer au niveau des décisions de la Fed, mais aussi ça peut peut-être un petit peu, comment dire, doper les marchés, le fait que les bénéfices soient si importants. Oui, alors on a un rebond effectivement des morts du Covid. Le nombre de cas est en train de redescendre là, un petit peu, mais effectivement on a un rebond des morts. On arrive au même niveau que celui de septembre 2021, mais on est bien loin des niveaux de janvier. Ouais, ça doit être janvier. Ouais, la dernière vague d'hiver là, ouais, janvier 2020. C'est ça, ouais, janvier 2020. Donc voilà, attention à ça, si ça commence à partir un petit peu en parabole, bon, ça pourrait donner des news un petit peu plus de confinement, etc. Et vous vous rappelez qu'il y avait un gros sell-off des marchés qui était arrivé. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça, là, en plus de cette histoire de mini-choc pétrolier, de l'Ukraine, de comment dire, la Fed et ses taux, bon, pour lesquels on aura une réponse vraisemblablement demain, mais les, euh, les marchés sont quand même assez tendus du string là, donc ça serait pas mal si on rajoutait pas en plus un nouveau FUD Covid à tout ça. FUD qui veut dire, parce que je crois qu'on me l'a demandé, un FUD, quand je dis un FUD, c'est Fear, Uncertainty and Doubt, c'est-à-dire vraiment la peur, le côté incertain et instable et le doute. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Oui, petite donnée on-chain là pour terminer un petit peu du Glassnode. Je pense que c'est l'aperçu. Oui, voilà. Donc ça c'est les long-term holders et short-term holders. Long-term holders en bleu et y compris leur bande, la bande pastel aussi. Et short-term holders ici en rouge. Donc short-term holders étant ceux qui détiennent leur Bitcoin depuis 5 mois, long-term holders étant les plus de 5 mois, d'accord? Et ici, les bandes pastel que vous voyez, c'est soit ces gens-là achètent, donc leur taux augmente, enfin le nombre augmente, voilà. Leur proportion, évidemment, c'est inversé, hein, c'est borné, puisque vous devez être vous devez être d'un des deux côtés de la courbe, puisque soit vous êtes un short terme, soit vous êtes un long terme, etc. Ici, on voit que les coins ont été beaucoup plus gardés et ont été beaucoup plus achetés par les long term holders. Ici, il y a eu une accumulation. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on a distribué ici, finalement pas jusqu'à l'ATH, mais il y a un moment donné où on s'est ravisé. Et je pense que cette histoire de range, là, dont je vous parlais, il y avait un côté un petit peu incertain ici, là, sur toute la montée depuis le Covid, qui a fait que les longs termes se sont un peu séparés de leur bague. Il y a un moment aussi où il faut comprendre que la bande pastel, c'est quel est leur profit ou perte, d'accord? À partir du moment où la bande pastel est inexistante, ça veut dire que ils sont en profit total, et ça, c'est une bande de perte. La bande qui est pastel, c'est celle où ces gars-là sont en train de perdre, quoi. Ici, il faut comprendre que c'est normal qu'il y ait un sell-off de la part de tout le monde, parce que c'est un nouvel ATH. Et ici, c'est un nouvel ATH aussi, et ici, c'est 3 nouveaux ATH. Donc, tout le monde est en profit, évidemment, on a un ATH, tout le monde est en profit, d'accord? Et ici, ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout la fin, là. Vous voyez que malgré cette baisse, les long-term holders sont toujours en train d'accumuler ici, d'accord? Ici, on a une continuation de l'accumulation des long-term holders. Vous voyez aussi que les short-term holders sont littéralement sous l'eau, puisqu'il y en a très peu qui, depuis 5 mois maintenant, sont en profit. Vous voyez que c'est qu'une bande pastel, là, quasiment ici. Et vous voyez qu'au niveau des long termes, ça ne vend pas, mais ils sont également, pour une bonne partie, sous l'eau, hein. Je pense à hauteur de 65%. Ici, les long-term holders sont sous l'eau. Donc, c'est souvent des signes de bottom, ça, une réaccumulation des long termes avec voilà, donc là, je vous ferai un cours là-dessus, c'est Will Clement. Je vous mettrai le nom de Will Clement, enfin, je vous mettrai son channel directement. Ce mec-là est vraiment intéressant sur les données on-chain. Et là, il a fait
des cours de vulgarisation, vraiment c'est très vulgarisé, mais c'est cool qu'il se mette à faire ça. Il a monté son channel là il y a pas très longtemps sur les données on-chain et tout ce qui est Glassnode, effectivement, l'étude des portefeuilles, etc. Donc je pense que ça peut être intéressant pour vous d'avoir ça dans votre besace du trader, dans votre, dont je vous mettrai dans les commentaires le nom de son channel. C'est en anglais et c'est assez technique, mais c'est très très sympa à regarder et à voir. Voilà, pour l'instant, il y a juste quelques cours, mais c'est relativement intéressant. Ici, on voit bien les volumes déclinants. Hein, ici, hein, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour voir que sur Ethereum, il y a un manque de demande aussi. Le maximum de la demande, il avait eu lieu ici, quand les institutionnels étaient là, etc. Sur Ethereum, moi, je suis relativement bullish si ça rebondit là, ici. Et je pense qu'Ethereum va pumper pour moi par la suite jusqu'à juin, jusqu'au moment où la news d'Ethereum 2 sort. Pour moi, là, il y aura un gros sell-off. Mais après, quand Ethereum 2 sera sorti, s'il marche, il y aura peut-être possibilité aussi de, à un moment donné, recharger là-dessus et attendre le moment où Ethereum marche. Ethereum a un énorme effet de réseau qui est qu'il y a toute la DeFi dessus. Il y a une bonne partie aussi de tous les smart contracts, etc. Donc du coup, il a quand même beaucoup d'avance sur tous les numéro 3, numéro 4, etc. Il a beaucoup de problèmes aussi, bien évidemment. Mais ça, j'avais fait une vidéo vraiment dédiée dessus. Si vous voulez aller voir voilà, la vidéo sur analyse Ethereum. Voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un peu décousu, désolé, mais j'étais pas à la maison là dernièrement. Donc du coup, pour moi, si je devais redonner rapidement une direction au prix, eh ben, je dirais que alors la corrélation avec le S&P, elle n'a pas été énorme ces derniers temps et tout, etc. Donc j'espère que demain on fera pas une journée dégueulasse au moment des annonces de la Fed. Ça c'est une première chose à regarder. Ici j'aime beaucoup le fait qu'on soit en train de remonter et qu'on réintègre ici cette trendline là ici, que comme quoi ça c'est un sell-off en fait. Vous voyez que c'est comme un ballon qui rebondit et là il a rebondi un peu trop fort pour moi. J'aurais bien aimé qu'on reste sur cette droite. Ça n'a pas été le cas. Quand on viendra casser ici cette ligne de RSI, ça donnera aussi un bon signal qu'on est prêt à repartir. Et quand on viendra ici casser cette ligne bleue, si c'est le cas, ça nous donne, et intégrer cette ligne d'axe que vous voyez qui est la verte en trétillé là, la réintégrer et repasser de l'autre côté, ça donnera aussi un très bon signal. Voilà, convergence de ces deux lignes d'ici quelques jours aux 40 000 $. Donc pourquoi pas essayer de jouer ce scénario-là. Vous savez que moi, je vous avais dit convergence ici de support, pour moi, on va toucher à cette date-là. Et c'est certainement un coup de bol, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà. Voilà pour moi. Donc direction au prix là, tout de suite directement. Je dirais qu'on va revenir jouer avec les 33 de toute façon. Et je reste un petit peu sur le même truc que hier. Le best case scénario pour accumuler des shorters, ça serait celui-là. C'est-à-dire dans l'immédiat, ça serait de nous dessiner un beau M-top. Tout le monde a shorté ici, tout le monde short encore plus ici. Là, ici, c'est la fin du monde, etc. et tout. Et en fait, finalement, on rebondit sur cette droite, ou alors on va légèrement chercher dessous pour encore cueillir plus de monde. Et puis à partir de là, c'est le rebond pour venir chercher, pardon, tous ces mecs-là. Voilà. On a besoin encore d'annihiler un peu plus le sentiment. On a besoin que les retail short, que tout le monde short, que tout le monde dise que c'est la fin du monde, etc. et tout, pour faire un rebond très impressionnant. Ici, le fait de donner aussi un spring sans forcément revenir dans ce range là ici que j'avais matérialisé, qui était possible, puisque assez souvent, quand on a un selling climax comme ça, on revient ranger entre les 0,38 et les 0,78. De Fibonacci. Peut-être qu'on va faire ça, c'est possible, hein, qu'on vient de faire le spring ici. Moi, je préférerais même encore qu'il soit là, quoi. Et limite qu'il descende un petit peu sous cette droite, voilà. Un petit peu comme ce qu'on a fait cet été, un truc un peu descendant, vraiment décourageant, assez long, voilà, de manière à être sûr qu'on puisse, si on rebondit, aller relativement facilement, non pas juste vers un rebond technique au 60, mais vers un nouvel ATH, et puis ensuite nouvelle demande, etc. et tout, et de pas ici faire un fail où en fait on a juste eu quelques retail là ici qui sont rentrés, mais on n'a pas eu de gros institutionnels. Les gens disaient en fait BTC c'est trop cher quoi.
BTC, c'est trop cher, attention. On avait des targets à 100 000 $. À quel moment tu prends le risque d'investir à 70 pour gagner 30% sur quelque chose où tu es sur l'asset le plus risqué au monde, enfin, un des assets les plus risqués au monde? Ça n'a pas de sens, quoi. Je veux dire, et les gens sont loin d'être cons, hein. Il faut pas croire qu'ils le sont, voilà. Ici, très très belle bougie de volume. Du coup, ça va faire une vidéo longue. Je suis encore en train de discuter. Mais je voulais quand même faire le point là-dessus. Là, ici, cette bougie de volume, là, elle est magnifique. Tac, ici, en daily. Et on n'avait pas eu de bougie comme ça depuis le 26 juillet. Ici. D'accord? Vous voyez ici le niveau? Voilà. Donc, quand je vous parlais hier d'une énorme défense de prix, je parle d'une énorme défense, vraiment au 33. C'était pas des blagues, quoi. Voilà. Aujourd'hui, là, on n'a pas fini la journée. On est à peine à la moitié de cette bougie, mais parce que le prix a pas trop bougé. Il n'y a pas eu besoin de vraiment défendre le prix. Mais voilà, on l'a défendu ici. Là, il y a eu défense. Et là, les deux plus belles bougies de cette année, elles sont là, en fait. D'accord? Donc, il y a vraiment des gens, les deux, sur le contrat BTC, USDT, Binance, vous n'aurez pas forcément la même chose, d'accord, sur votre contrat à vous. Moi, je prends ce contrat-là parce que c'est celui qui est le plus important en volume et qui donne un petit peu la tendance, voilà, mais vous aurez peut-être pas forcément pile les deux mêmes, venez pas me dire. Mais en tout cas, voilà, 24, 25 juillet, même ici, voilà, cette bougie-là, là, et cette bougie-là, ici. Les trois plus belles bougies de l'année, c'était ces trois-là. Alors celle-là, vous allez me dire, elle n'est pas haussière. Ouais, mais elle a défendu un sell-off. C'est-à-dire que là, tout le monde était en train de paniquer. Et c'est grâce à ces mecs-là que les abrutis qui ont vendu ici n'ont pas enfin, excusez-moi, les gens qui ont capitulé là sur cette bougie-là, qui c'était trop d'émotions pour eux, etc. Les gens qui ont capitulé là, ouais, ont eu de la chance parce que il y a eu des forts rachats. Donc les acheteurs ont eu de la chance parce qu'ils ont eu au prix qu'ils voulaient. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que à cet endroit-là, on aurait pu descendre au 24 en une bougie facilement. On voit qu'il y a énormément de force sur ce mouvement à la baisse. Et il a été littéralement annihilé par les bulls. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. 31 minutes, je voulais la faire en 22, mais je crois qu'il y a 8 minutes de blabla à la fin qui servent à rien en fait. Voilà, désolé pour ça. Je me suis emballé encore une fois. Je suis parti donc, si vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mettez un bon morceau de musique en YouTube. Je l'ai fait la dernière fois et c'était vraiment chouette. Du coup, ça permet d'échanger un peu des choses. Donc, mettez un bon morceau de musique que vous écoutez en ce moment. Vous allez chercher sur YouTube, vous tapez l'adresse et vous l'envoyez en commentaire. Voilà, merci à vous de votre écoute et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Ciao.